Allez, on est de retour sur notre web émission sur le plateau en public à Levallois-Perret. Samuel, est-ce que la donnée, tout comme Viva Insight, permet finalement l'autonomie ou développer l'autonomie à ton cycliste, à tes équipes? Oui, il y a un versant utilisation quotidienne, donc le cycliste après il sait je vais donner un exemple précis pour que ça parle. Si je m'entraîne pour monter une côte et je dois développer tant de watts pour être en forme, une fois que je les atteins, je le sais que je suis en forme. Donc une fois qu'il y a eu cet apprentissage-là, cette routine quotidienne leur permet, les athlètes connaissent très bien ces données-là et ils savent se situer d'eux-mêmes déjà et de se positionner, de dire ça confirme mes sensations, je suis pas très bien ou à l'inverse, je suis en forme. D'accord. Donc ça veut dire que ça donne un élément de performance finalement, oui. Un sentiment de performance pour le cycliste. Est-ce que, messieurs, on peut faire la même chose avec l'utilisateur, au-delà de faire monter les côtes, bien évidemment? Je pense que dans l'entreprise, c'est une pratique un peu moins répandue que de donner des tableaux de bord à chaque utilisateur de l'entreprise. Malgré tout, moi j'y crois fortement. Je pense qu'effectivement, donner à chaque collaborateur de l'entreprise une partie de ces données qui lui permettent de voir, tout comme l'a montré Olivier sur Viva Insight, en fait, comment je travaille, etc., qui est aussi importante pour son bien-être. Je suis certain qu'on doit le développer. On a commencé, nous, chez TIBCO, à le faire sur l'axe social, avec un rapport personnel pour que le collaborateur sache exactement où il en est dans son parcours professionnel chez TIBCO, ses évolutions, ses formations, son accidentologie, etc. Donc, on est déjà dans la réflexion de donner cette information à l'utilisateur par la data. Et d'avoir de l'autonomie par la data. Et Pierre-Emmanuel, comment les utilisateurs dans les entreprises réagissent-ils? Sont-ils matures, comme l'exprimaient Dominique et Samuel? Alors, ils sont matures plus ou moins, c'est-à-dire que selon les affinités avec la technique, avec leur poste de travail, avec leur SI, on va avoir plus ou moins de capacité à être autonome sur les bons comportements d'utilisateurs à avoir. Notre rôle, nous, ça va être plutôt de les accompagner, d'aller capter les bonnes informations et de les restituer de la bonne manière, par le bon canal, selon le niveau de maturité qu'on aura capté, selon ses expériences passées avec le support. Comment on fait pour capter son niveau de maturité? Alors pour capter son niveau de maturité, on va pouvoir déjà aller chercher les informations qu'on a évoquées au départ sur son parcours d'utilisateur avec le support IT. Nombre de tickets par exemple, nombre de tickets, c'est un gros consommateur. Voilà, ses connexions sur le portail de self-service pour voir si il consomme beaucoup, si ça a un impact sur sa machine, s'il l'utilise vraiment, est-ce qu'il passe beaucoup de temps dessus? Parce que, encore une fois, le but c'est que le core business de nos clients tourne au maximum. Donc on peut se poser la question si c'est une bonne idée pour tel utilisateur de le laisser errer sur un portail de self-service ou plutôt d'appeler quelqu'un qui va régler le problème tout de suite. D'accord, donc ça c'est plutôt des données finalement qu'il vient chercher. Est-ce que c'est pour vous à terme un vrai outil de pilotage sur sa performance et sur son efficience, on l'a vu avec Viva Insight, de fournir finalement son état des lieux de consommation numérique ou son état des lieux de performance finalement, même métier, pourquoi pas métier, sur son usage numérique et métier? Ça va être essentiel pour nous et pour nos clients, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider nos clients à augmenter la durée de vie du matériel, par exemple, en donnant des éco-conseils aux utilisateurs de manière personnalisée selon les usages qu'ils ont eu de leur poste de travail. On va pouvoir aussi les rendre plus disponibles pour le métier originel du client. Donc l'idée, c'est vraiment d'orienter ces... Et du coup, si on pousse à terme la réflexion, on reviendra un petit peu au futur. Messieurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Demain, vous pouvez partir en vacances. Ils seront autonomes. Samuel, tu es prêt à t'entraîner pour tes prochains triathlons? Tu auras plus de temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. On peut imaginer en tout cas que nous, on a déjà quand même finalement pas mal de tableaux de bord consultables en live par l'athlète sur la dite plateforme,
ils ont leur nombre d'heures hebdomadaires, ils ont des rankings de performance qu'ils ont réalisés sur cette semaine-là, donc ils ont déjà ce genre d'outils. Mais pour le moment, je n'arrive pas à beaucoup m'entraîner parce qu'ils ont quand même besoin d'éclairage et puis aussi il y a toute une stratégie de compréhension déjà, d'accompagnement évidemment, et puis aussi il y a une stratégie de dire dans le timing, parce que arriver en forme c'est une chose, garder la forme et la garder au bon moment c'en est une autre. Ouais. Et donc il y a tout ce timing là en fonction de leur programme de course qu'il va falloir gérer et des aléas qu'ils peuvent rencontrer en course, une chute, une petite sinusite suite à un Liège-Bastogne-Liège sous la pluie. Donc on gère ces aléas-là, on avait prévu de faire quelque chose, mais on va ajuster en fonction de la fatigue. D'accord, donc ça veut dire qu'encore aujourd'hui, cette donnée, c'est un input pour finalement formaliser les plans d'entraînement par rapport aux objectifs, c'est ça? Ou est-ce que ça se fait automatiquement aujourd'hui, ces plans d'entraînement? Non, il n'y a rien d'automatisé. On peut peut-être imaginer dans un futur proche une trame proposée par l'intelligence artificielle. Mais de toute manière, le rôle du coach et de l'entraîneur, c'est la même chose chez nous en tout cas, ça va être de prendre les aléas, les spécificités de la réalité qui vont s'opérer. Et dans le vélo, en plus, on en a beaucoup, parce que c'est un sport d'extérieur, donc quand on part à une course, on ne sait pas si on va prendre la pluie, le soleil ou une température modérée. Donc ça, c'est par rapport aux conditions météo. Et aussi par rapport au déroulé de la course, parce qu'on peut très bien se dire c'est une course très difficile, mais finalement tous les adversaires s'observent et que pendant la moitié de la course, il ne se passe pas grand-chose. Tout le monde est au chaud dans le peloton. En termes d'engagement physique, ils vont avoir un engagement moindre que ce qu'on avait imaginé. Donc on peut compenser derrière par une charge de travail plus importante, une durée de récupération plus courte. C'est à nous de réajuster et on est sur la haute performance, elle passe par ces micro-ajustements quotidiens ou quasi quotidiens. Merci pour cet éclairage. Alors on ne peut pas parler de données sans parler d'éthique, bien entendu. Alors éthique sur les pratiques, on l'a vu tout à l'heure, sur les usages numériques et puis sur la partie du cycliste. Sur le cycliste au niveau de l'éthique, sur cette donnée, avant de parler de l'entreprise, comment ça se passe? Ouais. On va pouvoir diviser déjà les données en deux parties. Parce qu'on capte une partie des données qui sont de l'ordre médical. Donc là, on est secret médical. Donc ça, on stocke toutes ces données-là sur des clouds sécurisés auxquels seul le médecin a accès. Et puis après, on a toute une partie plus open. Donc les données appartiennent à l'athlète, ces données d'entraînement, et il les partage avec l'équipe. Et nous, de toute manière, tous nos supports n'ont pas de vocation à être publiés ou commercialisés, donc ça a usage interne. Et on s'assure évidemment de protéger sur la partie RGPD. Voilà, exactement, de ces données. Messieurs, la donnée, l'éthique? Alors au sein de l'entreprise, c'est un peu pareil. Il y a des données qui sont un peu plus sensibles que les autres, même si elles ne sont pas forcément à caractère médical, mais notamment sur le contexte social, il y en a aussi. Donc forcément, ce périmètre-là doit être mis en fait, avec des accès restreints aux personnes habilitées, etc. Et l'autre approche chez TIBCO, une fois qu'on a bien géré ces données à caractère personnel et plus sensibles, eh bien c'est plutôt être sur la transparence et de donner accès au plus grand nombre de données afin que tout le monde s'approprie les données et soit à l'aise avec. Et du coup, l'entreprise aujourd'hui, les clients TIBCO, ID2 by TIBCO, est-ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils sont attentifs à ces éléments de la donnée, ou est-ce qu'ils considèrent que de toute façon, capter de la donnée d'un ordinateur parce qu'il y a une sonde ou ces usages, c'est pas considéré comme dit sensible? Alors si c'est un sujet sensible pour eux, on a du coup un lien contractuel avec nos clients qui nous oblige soit à protéger leurs données dans notre environnement, ou sinon bien à travailler avec une donnée qui est uniquement hébergée chez eux et sécurisée par leur soin. Merci messieurs, on a parlé collecte, on a parlé éthique, on commence à entrevoir le futur. Moi j'aimerais qu'on aborde le sujet organisation de la donnée. Comment
aujourd'hui, cette donnée est-elle organisée pour être performante? Est-ce elle existe des standards, tout comme il y a des standards dans le management de projet, par exemple? Est-ce qu'il existe des standards dans le cyclisme, ou est-ce que tu es tributaire finalement des outils qui sont mis à ta disposition? Alors, oui et non. D'un côté, en fait, c'est oui ou c'est non. Oui ou c'est non. Alors, d'accord. Alors, je vais répondre plus précisément. Non, aujourd'hui, on est confronté à un afflux de données de plus en plus important. Il y a plein d'idées de startups qui développent des capteurs embarqués, le taux de glucose dans le sang, la lactatémie en live, etc. Donc ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, ce genre de pastilles, qu'on se avec pique l'aiguille dans le bras, voilà, c'est dans ça. le bras. Voilà, donc ça c'est le contexte actuel, et avec des outils qui sont plus ou moins fiables. D'accord. Donc on vient sur cette notion de fiabilité. Exactement. De la donnée. Et donc on a aussi une volonté d'efficacité dans nos décisions, parce que quand on est inondé de données, quel coefficient de pondération on donne à l'une, à l'autre? Est-ce qu'on prend toutes les données? Est-ce qu'on, par défaut, parce qu'on ne sait pas lesquelles choisir? Et nous, on essaye de rester sur des standards, on va dire par exemple en termes d'athlétique, la fréquence cardiaque, les watts, les sensations de l'athlète, parce qu'on est quand même sur un système humain. D'accord, donc c'est un système, comment? C'est des étoiles, c'est des smileys super en forme, c'est un peu comme TripAdvisor. C'est des échelles, tout simplement, de 1 à 10. Mes sensations propres, mon ressenti de fatigue, mon degré de nervosité, est-ce que je suis bien dans mes baskets, ou en ce moment j'en commence à en avoir ras-le-bol d'enchaîner les courses et les déplacements, et j'aimerais bien rester un petit peu à la maison. Donc voilà, ils ont plusieurs échelles à renseigner. Et on couple ça avec les données plus physio, terrain, réponse mécanique et réponse physio de la fréquence cardiaque. On va dire que c'est notre frameset autour duquel nous, on va prendre nos décisions. Même si, c'est pour ça que je disais oui et non, même si on va, dans certaines circonstances, aller chercher d'autres éléments pour se dire, si j'ai un doute, je vais aller affiner mon expertise sur d'autres données. Un doute sur la performance? Un doute sur les conclusions qu'on pourrait en tirer. D'accord. Donc on reste toujours avec finalement une intervention humaine et du staff. Messieurs, l'organisation dans les entreprises, est-ce qu'on a des standards? Est-ce que vous conseillez des standards? Oui, tu parlais de l'organisation des données tout à l'heure, si tu disais ce terme-là, c'est important pour l'entreprise de connaître et maîtriser son capital data. Donc nous, chez Dipco, on a engagé déjà depuis plusieurs années une démarche autour du data catalogue, qui nous permet en fait de référencer notre capital data, de quoi est-il constitué, d'où viennent les données, comment c'est-elle alimenté, d'évaluer aussi la qualité de ces données. Et donc comment je fais alors, Dominique? Je suis dans une entreprise, je dis tiens, je regarde mes tableaux Excel et puis je regarde ce qu'il y a et je dis ça c'est de la donnée. Comment on fait pour collecter, pour organiser ça? En fait, toutes ces données, elles sont accessibles via des rapports. Nous, on utilise la technologie de Microsoft Power BI pour consulter ces données. Donc en fait, toutes ces données sont accessibles via des rapports, mais le catalogue, lui, c'est un autre dispositif qui permet de référencer. C'est la donnée sur la donnée, en fait. C'est presque une mise en abîme, en fait. C'est d'avoir des outils aussi de reporting sur la donnée elle-même pour savoir si elle est bien documentée, si elle est bien référencée, si les indicateurs sont documentés, s'il y a un glossaire métier, etc., afin qu'on comprenne bien la qualité et à quoi sert la donnée, puisqu'on a des données dans tous les domaines fonctionnels de l'entreprise, la finance, les achats, la production, etc. Donc on a besoin vraiment de bien référencer ce capital. Pierre-Emmanuel, est-ce qu'au niveau de la donnée, on observe des standards chez nos clients ou chez vos clients? Est-ce qu'il y a finalement quelque part une homogénéisation de cette donnée? Alors, on a des environnements très disparates selon nos clients. Donc, une de nos forces, une nécessité pour nous, c'est de pouvoir s'adapter aux outils et aux environnements et à l'organisation de nos clients. Donc, on a plutôt une démarche agnostique où on s'adapte réellement aux technologies utilisées dans les environnements de nos clients. Merci. Alors, j'aime bien
cette citation, lorsque je me regarde, je me désole, lorsque je me compare, je me console. Est-ce que c'est la même chose pour la donnée? Est-ce qu'un cycliste, quand il voit le nombre de watts, il se dit bof, et puis quand il voit peut-être Guillaume Martin, il se dit ah ouais, je suis loin. Oui, forcément, c'est d'ailleurs un peu l'image que tu renvoies, c'est un petit peu le jeu de Strava, l'application où chacun va aller faire sa petite perf et on Ça va crée un certain stimuli. Voilà, Oui. ça crée un stimuli et qui peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire je fais la course dans la côte avec mes copains, je vois que je suis le premier et un jour le Tour de France passe et je vois qu'ils vont 4 minutes plus vite que moi. Donc ça relativise la performance que je faisais jusqu'à là. Voilà. Donc ça permet de se donner l'échelle. Est-ce que dans l'environnement d'entreprise, pour moi, il y a deux situations différentes. Dans le contexte d'un utilisateur qui est potentiellement moins averti sur l'IT, on va plutôt lui donner des informations relatives à son environnement et des directions à avoir à utiliser pour être plus efficace. Concernant une équipe de production, là on va être potentiellement un peu plus dans la comparaison. Ça va permettre à l'équipe de fonctionner, c'est un petit peu comme une équipe cycliste où on a des performeurs en volume, on a des performeurs en qualité, en recherche, en troubleshooting IT. Et du coup, l'idée, c'est quand même de pouvoir comparer leur travail au quotidien avec leurs compétences qu'on suit aussi avec la data. D'accord, donc ajustement de la compétence pour monter en compétence, c'est ça? Et puis l'idée, c'est de faire monter l'ensemble de l'équipe techniquement, et d'avoir, je dirais, une acquisition de l'ensemble des compétences techniques nécessaires dans l'environnement. Donc on va pouvoir identifier qui peut former quel collègue sur quel sujet, s'assurer aussi que c'est réel par rapport à son travail au quotidien sur les typologies d'incidents qu'il va régler aussi, que ça correspond bien à ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une vraie cohérence exactement, entre son travail au quotidien et les compétences qu'il déclare avoir acquis. Merci messieurs, je vous propose qu'on se projette un peu dans l'avenir, un futur qui est finalement pas si éloigné, avec une expérience toujours présentée par Olivier Thomas autour d'une solution Microsoft, Copilot. Alors c'est pareil, accrochez-vous, c'est le futur, ça arrive et c'est très intéressant. Microsoft nous prépare un truc de dingue. On a tous vu l'avènement de ChatGPT ou ChatGPT en fonction de comment on le dit, qui est arrivé, qui nous a un peu tous interpellés, qui vient rechercher des informations par rapport à des données d'internet jusqu'en 2021. Et bien finalement, Microsoft, qu'est-ce qu'il nous prépare? C'est l'utilisation de l'intelligence de ChatGPT, mais avec nos données à nous. Et donc, ça vient un système qui va s'appeler Copilot, qui va être un copilote pour nous assister dans notre travail au quotidien. Et qui va utiliser la démarche conversationnelle qu'on a dans ChatGPT d'un côté, mais en même temps avec nos données. Donc par exemple, j'arrive dans une réunion auquel je n'ai pas assisté, mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est raconté. Je demande à Copilot de Teams en lui disant est-ce que tu peux me faire un résumé de la réunion? Il va me faire un résumé en prenant les points qui ont été importants, les prises de décision, et voilà, j'ai le résumé de la réunion en quelques lignes, quelques mots. Et puis comme avec ChatGPT, je peux demander de détailler, je peux demander de simplifier, donc c'est en 3 points, enfin voilà, on peut demander ce qu'on veut à Copilot de ce point de vue-là. Et on peut aller plus loin aussi, on peut demander à Copilot dans Word, du coup, de lui dire, tiens, j'aimerais bien que tu me fasses par exemple, une offre commerciale sur tel et tel sujet. Je l'ai déjà faite pour tel et tel client, mais il faudrait reprendre pour tel autre client, et puis il faudrait aller chercher les bonnes informations sur Internet, et il fait l'offre commerciale. Alors, il fait l'offre commerciale, il fait la trame de l'offre commerciale, il fait le fond de l'offre commerciale, il a pratiquement tout rédigé. Maintenant, c'est à nous de reprendre notre intelligence qui nous est propre pour aller relire le document, dire c'est bien ce qu'on voulait raconter, pourquoi pas de le réajuster avec Copilot ou à la main directement. Quand on a fait l'offre commerciale, on demande à Copilot de PowerPoint de dire maintenant s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire le PowerPoint parce que j'ai une présentation à faire, ou alors est-ce que tu peux carrément m'annoter mon PowerPoint pour que je puisse savoir ce que je vais vraiment raconter dans cette présentation. Donc c'est un outil qui est vraiment révolutionnaire, qui va complètement changer notre façon dont on aborde la bureautique. Alors, première chose que l'on fait, c'est qu'on pose les bonnes questions à l'outil, parce que si on pose pas les bonnes questions, on n'aura pas les bonnes réponses. Et puis après, on lit, on analyse. C'est-à-dire que ce qu'on ne fait plus, ou ce qu'on fait moins, c'est produire
tout le document. Et ce qu'on fait plus, c'est analyser, c'est contrôler, c'est s'assurer que c'est bien ça qu'on veut raconter. Et on le sait tous, hein, c'est toujours plus facile de critiquer, on va dire comme ça, un document qui est déjà écrit que de partir d'une feuille blanche pour écrire un document. Donc on est là pour gagner du temps, en fait. Donc, c'est ça. Allez, on est de retour sur le plateau de notre web émission Et voilà. Alors, messieurs, on s'est un peu projeté côté intelligence artificielle. Samuel, ça va être quoi ton métier? Comment tu vois ton métier demain avec ces évolutions par rapport à ce qu'on entendait avec Olivier? Je pense qu'on va monter en compétence sur la donnée et l'utilisation de cet outil. Parce qu'aujourd'hui, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'accumule, mais on ne l'exploite pas à sa juste valeur. Et nous, on a déjà mis un petit pied cette année donc avec l'embauche d'un ingénieur data dans notre pôle performance. Et qu'est-ce que ça donne concrètement? Par exemple, il va aller interroger la base de données en compétition individuellement par athlète. On va prendre des paramètres que sont la distance de l'étape ou de la course plus le dénivelé. Et ça va nous donner, par une petite opération mathématique, un algorithme voilà, bien caché. Voilà. Sa dépense mécanique, donc c'est ce qu'il va devoir fournir comme dépense mécanique dans la journée. Et ça, on le donne à nos nutritionnistes qui vont pouvoir en amont savoir, parce que pour dépenses mécaniques, il faut aussi dépenses physiques, alimenter, donc adapter les stratégies nutritionnelles des cyclistes en amont, pendant et après la course. D'accord. Et donc, est-ce que même au niveau de la stratégie, alors c'est peut-être un peu plus côté directeur sportif, hein, on l'a vu tout à l'heure, est-ce qu'il peut utiliser en temps réel, par exemple, c'est adapter cette stratégie en course avec éventuellement des intelligences artificielles? Alors ça, c'est un peu plus difficile d'imaginer d'utiliser l'intelligence artificielle en live parce que du coup, ou alors va falloir travailler sur des scénarios et on ne sait jamais quand ils commencent parce que ça, c'est humain, ça va être c'est l'aléa de la course. Mais par contre, on peut imaginer que ça va nous aiguiller, nous donner de la profondeur de données justement. D'agilité, parce qu'on va aller beaucoup plus vite dans le traitement et ça va être, on va être plus réactif par rapport à notre base de données aujourd'hui on est un petit peu encore comme un dinosaure, on n'avance pas très vite mais on accélère. Ah ouais, faut changer de braquet alors. Faut changer de braquet. Est-ce que ça veut dire, pour revenir sur les pronostics, est-ce que demain tu imagines que dans ton métier tu puisses dire je sais que Guillaume Martin va gagner cette étape-là en 2024? Alors, le vélo est un sport à scénario, comme comme je viens de le dire. Donc, c'est pas facile d'avoir avec certitude ce genre de pronostic. Mais sur les aptitudes physiques, en fonction de la concurrence, je pense qu'à terme, on devrait avoir, et ça existe plus ou moins déjà, des scénarios qui nous disent, on a un système de ranking là qui existe déjà, où ils disent, vainqueur d'étape à 5 étoiles, on a tel coureur à 4 étoiles en fonction de leur probabilité de victoire, et ça existe déjà. Bon, messieurs, dans le monde de l'entreprise, l'IA a été catapultée avec, comme on le sait, ChatGPT. Est-ce qu'on a trouvé des usages d'ailleurs de ChatGPT chez Tipco? Je vois que tu me regardes, Johan. Oui, effectivement, on a commencé à faire quelques expérimentations intéressantes, notamment dans le cadre de l'analyse de la donnée, utiliser ChatGPT pour nous aider à analyser la donnée, et de la donnée non structurée, de la donnée texte qui nous sont retournées par des clients, et de pouvoir détecter automatiquement dans ces données des émotions, par exemple, puisque c'était le périmètre de notre expérience. Et le résultat est assez bluffant en qualité de résultat, puisque quand on fait un contrôle par échantillonnage, il faut toujours contrôler ce que fait les IA quand même. Et ça donne plutôt quelque chose, on n'a pas trouvé de vrais défauts. La facilité de mise en œuvre, et ça c'est la vraie révolution, puisque ces technologies existent déjà depuis plusieurs années, le machine learning, voire le deep learning, mais accessible comme ça, quasiment à la portée de tous, c'est ça la grosse nouveauté. Et puis le troisième point, c'est le coût, puisqu'il y a quand même des coûts derrière, mais les coûts de ces outils
aujourd'hui en tout cas, sont tout à fait accessibles et nous permettent d'imaginer des nouvelles solutions efficaces, faciles à mettre en œuvre et peu coûteuses en exploitation. Reste à trouver maintenant, je vous ai donné un exemple de cas d'usage, mais tous les cas d'usage, on va pouvoir utiliser ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Ouais. Et Pierre-Emmanuel, dans le support utilisateur, est-ce que ça va changer le quotidien? Est-ce que demain, aurais-je encore besoin d'ailleurs d'un support utilisateur? Alors la mauvaise nouvelle, c'est que oui. On a besoin toujours de support utilisateur. Plutôt une bonne nouvelle. On sera toujours là pour t'aider. En fait, aujourd'hui, on a déjà un outil qui nous permet d'anticiper un petit peu comme le ranking, le nombre d'étoiles sur la probabilité pour un cycliste de gagner une course. Aujourd'hui, on peut ranker les postes de travail et savoir quelle machine risque de tomber en panne sous quelle échéance. Donc du prédictif, Du prédictif. Voilà. En termes de fiabilité aujourd'hui, c'est fiable ce prédictif? Oui, c'est fiable. En fait, ouais. on accumule un certain nombre de cas d'usage qu'on va pouvoir détecter de manière automatisée. Et du coup, on va savoir prédire que telle information sur tel poste de travail couplée à telle autre et telle autre information risque d'entraîner une panne de tel type. D'accord, donc là on parle matériel. Est-ce qu'on peut, on peut avoir du prédictif sur l'humain? Est-ce qu'on peut se dire, ah, c'est Didier qui est comptable, il a tant de temps d'ancienneté, on sait que globalement, lui, il va faire à peu près 5 tickets parce qu'il vient d'arriver, et que est-ce que ça c'est du prédictif qui se... Alors, Didier, on peut tout Alors à Didier ou Pascal En fait, on travaille actuellement sur ce genre de captation d'informations, c'est-à-dire se poser la question sur des sujets qui sont non techniques, donc des informations qui ne sont pas vraiment binaires, mais l'idée c'est plutôt de capter donc en effet le niveau de maturité de l'utilisateur, mais aussi de comprendre la capillarité qu'il peut y avoir entre utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a compris sur les incidents techniques, c'est plutôt simple. Sur les demandes, j'ai besoin de tel logiciel, j'ai besoin de tel matériel, et bien là on va se rendre compte qu'il y a une forme de capillarité entre les utilisateurs ou au sein d'un même service, et qui va entraîner finalement une consommation de demandes X, Y, Z, de tel logiciel, telle souris ergonomique. Et voilà. Et donc là on va pouvoir proposer en amont, lorsque la personne se connecte vers son support, on l'a déjà mis en ce place? type de demande. Est-ce qu'on l'a déjà mis en Aujourd'hui place? on travaille sur cette notion d'anticipation des demandes. D'accord. Est-ce qu'on On a l'a pu pas encore mis en place. observer peut-être par rapport à des pratiques, des baisses de volume ou de l'augmentation de satisfaction, messieurs? Est-ce que ces outils-là permettent d'améliorer ces indicateurs? Alors sur la partie volume, oui. Ouais. On arrive à déjà, sans outillage nouveau, sans changer l'environnement technique de l'accessibilité au support, uniquement en travaillant la data, on arrive à baisser fortement les volumes selon les contextes, ça peut être variable. Fortement, c'est 10% ou c'est 50%? Non, c'est plutôt 50%. Ah, voilà, ça c'est un vrai chiffre. Côté satisfaction, est-ce qu'on améliore l'expérience utilisateur? Oui, déjà on la mesure et grâce à la mesure, on sait ce qu'il faut améliorer parce que l'expérience utilisateur, ça couvre plein de domaines différents. Et donc c'est là aussi que ça nous donne les bons axes. Et effectivement, je ne peux pas te donner de ratio comme Pierre-Emmanuel en volume, mais en tout cas, dire oui, là ça nous a permis d'identifier les bons plans d'action à mettre en face de telle ou telle situation. J'avais tellement d'autres questions à vous poser, messieurs, mais le temps tourne et je vous propose de passer à notre deuxième temps fort de cette web émission. Et voilà, et vous savez, Dieu sait si ce temps va être important puisque c'est autour du numérique responsable.